Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Vision. Le Maroc vit aujourd'hui une crise sociale aiguë ou l'une des plus inquiétantes de son histoire moderne. Les Marocains battent le pavé depuis des semaines, criant leur aversion et rejet des inégalités, de la corruption, du clientélisme ainsi que la répression policière de plus en plus brutale. Des grèves dans plusieurs secteurs d'activité comme la santé, l'éducation ou encore les transports ont mobilisé des dizaines d'organisations syndicales du pays qui dénoncent à leur tour l'inertie, voire l'autisme du gouvernement et son incapacité à répondre aux besoins urgents des populations directement menacées par la hausse des prix des produits de consommation et de carburant. Des partis politiques, experts et intellectuels marocains craignent désormais une explosion sociale presque inévitable au Maroc avec des effets destructeurs notamment sur la monarchie. Bienvenue dans Vision. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Bella El-Kanti depuis l'Espagne, militant sahraoui et analyste politique. Bonsoir M. El-Kanti, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors avant de parler de la situation actuelle au Maroc, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière pour mieux saisir ce qui se passe actuellement, précisément à l'accession au trône du roi Mohamed VI, qui était alors présenté comme un souverain moderne qui allait de fait ouvrir son royaume donc sur la démocratie et en finir avec l'ère ultra-répressive de son père, alors que les Marocains dénoncent justement aujourd'hui les mêmes outils de domination, à savoir la répression, la propagande et la corruption généralisée. Pourquoi la transformation promise du Maroc n'a pas eu lieu selon vous, Monsieur El-Kanti? Parce que cette histoire de jeune roi, roi qui sera différent de son père, était de la propagande. Ceux qui y ont sincèrement cru ont vite déchanté. Je pense par exemple à l'équipe du journal hebdomadaire, certains d'entre eux du moins. Et parce que aussi le régime politique des Alaouites est un régime qui porte en lui-même la violence. Il faut rappeler, il faut aller puiser dans l'histoire pour comprendre la nature de ce régime. La famille Alaouite allait dans Bled Seba, ce qu'on appelait Bled Seba, pour mater les tribus, mutiler les corps des résistants et afin d'asseoir leur pouvoir. On se l'a inscrit dans la logique ancienne des empires. À chaque fois qu'on est installé comme sultan, ils étaient des sultans, on essayait d'élargir son pouvoir au maximum. Il y avait deux royaumes, le royaume de Fès et le royaume de Marrakech qui s'entre-déchiraient. Le roi Hassan Ier, qui est l'arrière-grand-père de Mohamed VI, est mort justement de l'une de ces expéditions violentes dans les tribus de Zemmour, à Tadla. Et le frère de Mohamed V, l'oncle de Mohamed V, grand-oncle de Hassan de Hafid, a mené une guerre contre son frère Abdelaziz, qui était le sultan de Fès, et l'autre était à Marrakech. Cette guerre a fini par introduire les Français au Maroc. C'est ce Hafid-là qui a signé le traité de protectorat, des traités de Fès, et ce traité n'a pas été abrogé encore. Je rappelle à vos auditeurs que dans un de ses discours, Hassan II, un discours très violent d'ailleurs, très violent, où il avait menacé sa population en parlant de aubage, c'est-à-dire de salopards. Il avait rappelé justement ces lois du protectorat qui sont encore en vigueur. Alors, le Maroc est-il un État souverain? Je ne crois pas du tout. Est-il encore un protectorat français? Beaucoup pensent à cela, d'autant plus que c'est tout de même incroyable que le régime politique a transformé ce pays qui est le Maroc en une sorte d'épée de Damoclès sur ses voisins. L'ensemble de ses voisins, pas seulement l'Algérie. Au lendemain de
Notamment qui se plaint aujourd'hui du Maroc. L'Espagne également, mais l'Espagne, c'est une autre histoire. Oui. L'Espagne, c'est une autre histoire. Juste au lendemain de l'indépendance, le régime politique marocain adopte une espèce d'idéologie destructrice inventée par le parti ultranationaliste Al-Istiklal de Al-Fassi, qui dit tout bonnement une bonne partie de l'Algérie est marocaine, une partie du Mali est marocaine, et pareil pour la Mauritanie, pour le Sahara occidental, qui était une colonie espagnole. Cette idéologie a quand même causé une guerre, une agression contre l'Algérie en 1963, a failli pousser à l'invasion de la Mauritanie et a conduit à l'annexion et l'invasion militaire du Sahara occidental. Oui. Tout à fait. Alors, Mohamed VI ne change pas en fait de régime. Il est dans la même logique que ses prédécesseurs. Alors, est-ce que vous dites, Monsieur Belal-Kanti, que cette monarchie marocaine garde un trait ou un caractère moyenâgeux? C'est ce que vous dites? Tout à fait. Tout à fait. Il garde un caractère moyenâgeux dans ce sens où il se comporte comme un empire qui n'a pas de frontières. Et ces frontières sont dessinées au fil de l'épée. Et comprenez bien que le monde ne marche plus de cette façon depuis longtemps. L'actualité le prouve amplement. Ce qui se passe en Ukraine est la parfaite illustration que le régime marocain est complètement en dehors de l'histoire. Mais je reviens à ma question. Le Maroc est-il réellement un État possédant les attributs de souveraineté d'un État? Moi, je crois que non. Alors, ce n'est donc pas la première fois ou la première crise sociale que le Maroc traverse. Il y a eu celle de 1981, où la contestation populaire avait été réprimée par le sang, par Hassan II. Celle de 2011, de ce qu'on a appelé les printemps arabes et qui avait débouché sur une révision constitutionnelle qui n'a pas opéré le changement réclamé par la rue. Et puis celle d'aujourd'hui, où l'on revient à une réponse violente et répressive. Le Makhzen semble cette fois tétanisé, incapable de fournir une réponse sereine et surtout de calmer la rue. Pour quelles raisons, selon vous, Monsieur El Kanti? Il n'en a pas. Il n'a pas de réponse. D'abord, la population marocaine croît. La dette marocaine est très élevée, extérieure comme intérieure. Le pays est placé au plus bas de l'échelle au classement du développement humain du PNUD. Et s'ajoute à cela la nature du régime, comme je l'expliquais tout à l'heure. Le régime n'a pas de solution aux crises qui secouent le peuple. C'est un régime prédateur. Il a été très très bien expliqué par Moumen Diouri dans un livre célèbre qui s'appelle « À qui appartient le Maroc ?», où il expliquait qu'en réalité le Maroc appartient à Hassan II, dont la fortune estimée par Diouri allait jusqu'à 40 milliards de dollars. Pareil, il y a un autre livre au même titre, Le Roi prédateur, qui explique les mécanismes qui caractérisent la prédation économique de la famille régnante. Oui. Alors justement, vous avez le Front social qui représente plusieurs partis politiques et qui dit clairement que toutes les forces vives du pays continueront à lutter jusqu'à ce que la corruption et la tyrannie soient vaincues, car elles représentent la véritable cause de la flambée des prix et l'oppression sociale, la pauvreté aussi et l'appauvrissement que connaissent les milieux populaires par corruption et tyrannie. Est-ce que vous pensez qu'il désigne justement la famille régnante aujourd'hui? Est-ce qu'il désigne des personnes au gouvernement ou toute la monarchie, tout le système du Makhzen dans son ensemble? Je le pense. Je le pense parce que je vous ai parlé de la nature violente du régime monarchique. Il y a eu une espèce de révolte franche contre la monarchie
Ensuite, à cause de violences extrêmes dans le Rif, à l'époque de Hassan II, prince héritier, mais aussi par la suite à Casablanca, à Marrakech, où le roi du Maroc, Hassan II, avait menacé d'une façon terrible son peuple en le qualifiant de salopard, en menaçant les Rifains en leur disant il vaut mieux me connaître comme roi que comme prince héritier, en disant qu'il était capable que si 200 000 descendaient dans la rue, la moitié disait vive le roi et l'autre disait abat le roi, qu'il allait aisément se débarrasser de la moitié qui disait abat le roi. Donc les Marocains se sont trouvés sous l'emprise d'un régime mafieux. Et évidemment, ils ne désignaient pas quand ils manifestaient, ils ont manifesté à plusieurs reprises, oui, à l'époque de Hassan II, mais aussi par la suite. Ils ne désignaient pas nommément le roi, souvent par voie détournée, ils désignaient le marzen, le régime, telle ou telle personnalité politique, etc. etc. Mais la personne qui est visée, c'est la personne du roi, car c'est lui qui gouverne et règne, et celui qui a fait main basse sur l'économie marocaine à travers de ces immenses sociétés léguées par son père, qui actuellement s'appelle MADA, et qui sont dans les mines, dans la télécommunication, dans l'alimentation, partout est présent le roi dans les affaires économiques, et si bien que quelqu'un avait dit que là où vous tournez, en tant que Marocain, vous trouvez client du roi. Oui. Est-ce que vous pensez que cette dernière barrière psychologique, justement, où les Marocains n'osent pas désigner leur roi ou la famille régnante plus généralement comme étant la source de tous leurs maux, finalement, est-ce que cette dernière barrière peut tomber, selon vous, au vu de la situation actuelle ? Elle peut tomber, et on a même vu récemment dans certaines manifestations, des manifestants disaient le peuple veut la chute du roi. Alors, on l'a récemment quelque peu édulcoré en disant le peuple veut que Akhnouch tombe, qui est le Premier ministre, mais la volonté du peuple est exprimée d'une façon claire durant les manifestations. Alors, on trouve au Maroc, tout est bon pour manifester aujourd'hui. Contre la normalisation avec l'entité sioniste, c'est un prétexte pour descendre dans les rues, contre la cherté de la vie, contre et par corporation, les enseignants, les médecins. Les crises se greffent les unes aux autres aujourd'hui au Maroc ? Absolument, absolument. Et à l'époque, les grandes villes sortaient. Les campagnes se taisaient parce que la campagne marocaine, le Maroc était profondément rural. Analphabète, avec un taux d'analphabétisme très important. Absolument, c'était des îlots qui ne comprenaient pas ce qui leur tombait sur la tête. La majorité des manifestations se produisaient dans les grandes villes, la répression aussi. On a vu un phénomène récent notamment lié à la révolution technologique, qui est que les campagnes finalement se lèvent. On a vu par exemple, là où il y a la prédation minière, la population se soulevait. À Émider par exemple, qui est un village dans le sud-est marocain, où on exploitait les mines, eh ben, les paysans faisaient des sit-ins de longue durée en demandant leurs droits, en demandant à être embauchés, en demandant à ce que la société royale ne pompe pas l'eau qui leur servait pour leur agriculture. Pareil à Tata. Vous vous souvenez de cette société qui exploitait l'or de Tata? On a un ministre. Tenez cet exemple. On a un ministre qui n'est quand même pas révolutionnaire, qui a crié « Où l'or de Tata ?» un peu en faisant écho à un fameux discours de Mohamed VI qui lui-même disait « Où est la richesse du Maroc ?» Et ce pauvre avocat a fini par être emprisonné, condamné à 3 ans de prison ferme. Alors, les campagnes sont manifestées
Et là, on voit un retour aussi des manifestations dans les grandes villes. Je pense que le Maroc n'est pas fini avec avec ces la manifestations. déstabilisation et les manifestations. Alors, qui dirige aujourd'hui ces mouvements de contestation? Il y a les partis contestataires qui sont présents au Maroc, des partis de gauche comme Al-Nahj démocratique qui parlent souvent de ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Il y a le parti islamiste connu, Al-Adl ou Al-Ihsan. Il y a la société civile représentée par l'Association marocaine des droits de l'homme. Il y a qui, selon vous? Il y a la jeunesse peut-être aujourd'hui qui réclame plus de droits, plus de liberté? Le paysage politique a été atomisé Oui. au Maroc. Donc les contestations prenaient d'autres formes à travers, effectivement, comme vous le dites, la société civile, la jeunesse, les étudiants, les corporations professionnelles. On a vu récemment la coordination des enseignants qui appelait à un mouvement de protestation pour les enseignants contractuels qui n'ont pas été qui vivaient dans des conditions précaires. On a vu les médecins manifester aussi. Comme vous le dites, la voie démocratique qui est l'issue du Coran, il a aussi souvent rappelé la réalité terrible au Maroc, mais tout ça finira probablement par engendrer un courant politique. Sous quelle forme? En tout cas, il ne sera pas légal. Ça sera probablement une espèce de révolution marocaine, parce que l'injustice est telle que la situation est explosive. Alors, l'économie marocaine s'appuie principalement sur 3 axes. Les investissements étrangers, le tourisme étant en forte régression depuis la pandémie de Covid-19. Et puis, dans une moindre mesure, l'agriculture, elle aussi fortement menacée par la sécheresse qui frappe le royaume. Il y a aussi le coût élevé de la guerre au Sahara occidental qui grève le budget de l'État. C'est même devenu un tabou économique au Maroc. On parle de 1200 milliards de dirhams marocains dépensés entre 1975 et 2009, c'est plus de 3% du PIB marocain chaque année. Est-ce que, selon vous, Monsieur le Kanti, le Maroc a de quoi faire face à cette crise économique, cette crise sociale? L'économie marocaine est une économie très faible. Le Maroc a une dette extérieure qui avoisine les 70 milliards de dollars. S'y ajoute à cela l'épidémie de la Covid, les devises ne rentrent pas comme avant, les investissements pareil, et cerise sur le gâteau, le conflit au Sahara occidental qui effectivement représente une charge non négligeable sur l'économie du pays. Le Maroc dépense dans le secteur de l'armement une somme qui n'est pas prêt à supporter longtemps, et je rappelle tout de même que c'était Hassan II qui avait demandé l'arrêt des hostilités parce que l'économie marocaine ne pouvait plus soutenir la guerre au Sahara occidental. Le Sahara occidental est un vaste territoire qui est très facilement, qui n'est pas facilement, qui ne peut pas être dominé facilement. L'armée marocaine est étirée sur ces territoires vastes, et actuellement le Front Polisario a décidé de reprendre sa lutte de libération nationale. J'aimerais insister sur une chose que j'avais dit, que je n'avais peut-être pas dit auparavant, mais il y a un lien avec. Pendant que le Front Polisario accepte que le Sahara occidental soit issu d'un processus d'autodétermination, pendant que le Front Polisario demande un référendum d'autodétermination et que le peuple sahraoui dise son mot sur son territoire, le Maroc a préféré se réfugier dans l'histoire et dans la violence et dans l'invasion militaire.
il a fait également pareil avec l'Algérie et la Mauritanie, en invoquant l'histoire pour aller au-delà de ses frontières. Donc, ce régime... Rapidement, Monsieur le Kanti, parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Juste pour terminer sur cette idée. Pour terminer sur cette idée, je pense que le Maroc doit accepter que l'État moderne doit être fondé sur l'autodétermination des peuples et non pas sur une histoire farfelue inventée de toutes pièces et qui lui permet d'aller au-delà de ses frontières en annexant le Sahara occidental, une annexion d'ailleurs réprouvée par le Conseil de sécurité en son temps et continue encore à être condamnée par la communauté internationale. Monsieur Belal Kanti, je vais devoir vous couper parce que vraiment le temps qui nous est imparti est terminé. Je vous remercie pour tout l'éclairage que vous nous avez apporté sur la situation au Maroc. Je rappelle que vous êtes militant sahraoui et analyste politique. Merci donc de nous avoir éclairé ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.